Cette épouvantable tragédie que je viens de vous raconter, je voudrais que nous essayions ensemble d'en bien saisir le sens. Voyons, qu'est-ce qui s'est passé pour de bon? En somme, je crois pouvoir vous dire, comme je l'ai fait dans un de mes exposés, qu'avec les gens de la commune, les responsables de la commune, nous sommes en présence pour 98% d'honnêtes gens, de braves gens, de gens qui essayent de faire de leur mieux. C'est pas des intrigants politiciens, c'est pas des gens qui avaient préparé leur accès au pouvoir, ils ont été jetés comme malgré eux au pouvoir, et ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. D'autre part, ils se sont bien conduits. Vous avez vu qu'ils ont géré d'une manière invraisemblablement fidèle leurs petites finances. Vous avez vu qu'ils n'ont pas rétabli la guillotine. Vous avez vu qu'ils n'ont pas fait de terreur, absolument pas. Alors comment se fait-il que ces gens aient suscité contre eux, du côté de Versailles et du côté des honnêtes gens, une fureur sanglante au point où nous l'avons vu? Il y a là un phénomène dont il faut trouver l'explication. Je crois qu'on peut la trouver l'explication. Voyez-vous l'effort de Robespierre dont je vous avais parlé? Robespierre qui disait, vous savez, il faut arriver à faire réfléchir les gens sur les causes de leur misère. L'effort de Babeuf ensuite, l'effort de Fourier, l'effort de Saint-Simon, l'effort pour une part de Proudhon, de Louis Blanc aussi, ça ne mordait pas beaucoup sur l'opinion publique. J'ai même eu un mot peut-être trop dur, j'ai dit comment voulez-vous que les bêtes de somme puissent réfléchir? Et c'est vrai que ce que nous appelons aujourd'hui la conscience de classe, dans le prolétariat de 1871, elle n'était pas formidable, je vous assure. Il y en avait bien peu qui réfléchissaient aux causes de leur misère. Trotsky, en 1921, dans la préface du livre de Thalès sur l'histoire de la commune, écrit la phrase que voici, que je crois importante: le pouvoir s'était trouvé partiellement aux mains du prolétariat de Paris, mais sans qu'il s'en fût consciemment emparé. C'est consciemment qui est important. Néanmoins, en face, je vous assure que la conscience de classe, elle était là, et depuis bien longtemps. Et je voudrais vous apporter une preuve qui est tirée de Madame de Staël. Madame de Staël, en 1816, va écrire des considérations sur la Révolution française. Et à propos du 10 août 92, elle va dire quelque chose d'extraordinairement pertinent et lucide. Vous savez qu'aujourd'hui encore, on ne se rend pas bien compte qu'il y a deux choses dans la Révolution française. Quand on dit Révolution française, il faudrait distinguer entre 1789 et 92, et puis 92-94. De 1789 à 92, c'est simplement la bourgeoisie d'affaires qui prend le pouvoir à la place de l'aristocratie. Rien n'est changé à la condition du quatrième État. À partir du 10 août 92, c'est le suffrage universel, c'est les gens du peuple qui veulent avoir leur mot à dire. Hein? Eh bien, Madame de Staël, en 1816, écrira ceci qui va très loin. Les gens de la classe ouvrière, dit-elle, s'imaginèrent que le joug de la disparité des fortunes allait cesser de peser sur eux. Cette fois, ça y est. Elle a mis le doigt sur la plaie, enfin, elle a regardé le fond du problème. Le cardinal de Retz avait écrit une phrase extrêmement intéressante que voici. Un système de gouvernement est condamné dès lors que l'on met à nu les ressorts secrets qui l'animent. Eh bien, la haine extraordinaire que les honnêtes gens, c'est-à-dire les gens de bien, c'est-à-dire les gens qui ont du bien, c'est-à-dire les possédants, la haine extraordinaire que ces gens-là vouent au petit peuple, c'est l'épouvante que le mécanique du système soit mis à nu. Si les gens se rendent compte de la simplicité bestiale de cette machine à faire des riches avec l'argent et avec la vie des pauvres, c'est le rose qui est menacé. Et ils ont flairé ça tout de suite, les gens de Versailles. Ils se sont dit, ce qui se passe là dans Paris, c'est ce qui est le plus dangereux pour notre domination, pour notre puissance. Je vais vous apporter aussi une preuve, c'est dans Dubarail. Déjà plusieurs fois j'ai parlé de ce général Dubarail qui a écrit ses souvenirs en 1905 seulement, je crois, et qui raconte ceci, que quand il s'enfuyait de Paris, il était sur un bateau mouche, et il y avait là, dit-il, comment un vieux bonhomme, oui, un vieux bonhomme, qui expliquait à un imbécile déguisé en garde nationale les théories de l'avenir. L'impôt progressif, la terre aux paysans, l'usine aux ouvriers, et il ajoutait avec un atroce cynisme, ce financier a dû mourir depuis comme Moïse en vue de la terre promise. Si on réfléchit un peu à cette phrase, elle est affreuse, hein. Ce financier a dû mourir depuis, oh, il pense qu'il n'est peut-être pas mort de sa belle mort, mais qu'on a arrangé ça, enfin, c'est un communard qu'on a tué, en vue de la terre promise. Mais c'est ça, en effet. C'était des gens qui avaient cru qu'il y avait une terre promise possible, une terre de justice, d'équité, d'honnêteté, de droiture, une terre sans asservissement et sans exploitation. Ben ça, c'est la terre dont on ne veut pas. Dont on ne veut pas Versailles. Et c'est pourquoi il y a eu ce déchaînement fou furieux. Vous savez, c'est le dogue, quoi, qui voit son os menacé, et qui immédiatement bondit sur ce qui lui paraît menacer sa pitance. Je vais vous apporter des preuves de ça. Écoutez monsieur de Mortemart, devant la commission d'enquête. Il s'agissait de savoir si les honnêtes gens seraient remplacés à la tête de la France par les coquins.
Le 18 mars, écrit-il encore, c'est le parti socialiste qui se jetait sur le pouvoir. Mon Dieu, comme ils étaient peu, les socialistes, pour avoir le pouvoir à ce moment-là. Duc de Broglie, dans ses mémoires, c'est le refus de la plèbe d'admettre l'ascendant normal des classes élevées et supérieures. Et encore, M. de Goncourt, dans son journal du 28 mars, le 28 mars, le jour de la proclamation, lui, il n'est pas agité, je vous assure. Vous vous rappelez ce qui s'est passé le 28 mars, avec l'odeur de bouquet, avec les gens ivres dans leur illusion lyrique? Eh bien, Goncourt, lui, il n'est pas libre. Ce qui arrive, c'est tout bonnement la conquête de la France par la population ouvrière. Le gouvernement quitte les mains de ceux qui ont un intérêt matériel à la conservation de la société. Et le député Prax Paris, dont déjà prononcé le nom, le 4 avril à la Tribune, c'est la guerre à l'héritage, c'est la guerre à la propriété, c'est la guerre au capital, le voilà le but de l'émeute. Un général baron Ambert, qui du reste écrira en 1872 une histoire assez ridicule de la guerre franco-allemande, passera lui aussi devant la commission d'enquête. Et dans l'été ou à l'automne 1871, devant la commission parlementaire d'enquête sur les événements du 18 mars, le général baron Ambert dira « Ce sont les classes d'en bas voulant arriver à la possession des jouissances matérielles. » Car chacun sait que les jouissances matérielles sont réservées aux honnêtes gens. Eh bien, vous avez compris, c'est un réflexe à base de peur. Et la peur, elle est inspiratrice des pires choses. C'est un réflexe de terreur, pas de la part de ceux qui possèdent. On va nous enlever une part de ce que nous possédons. La deuxième partie de ce que je voudrais faire aujourd'hui dans cette l'avant-dernier entretien, c'est de projeter quelques coups de projecteur sur des visages. Je l'ai déjà assez dit que quand on dit la commune, il n'y a pas de nom propre qui surgit. J'ai parlé de pouvoir presque anonyme. Je voudrais que nous en regardions d'abord trois. Il y a Delécluze, il y a Varlin et il y a Rossel dont je vais vous parler. Delécluze, qui c'était? On l'appelait le vieux. Oh, pourtant il n'était pas tellement vieux, il avait 62 ans, mais vous savez, c'était un homme usé. Il en avait tellement vu dans sa vie. C'est un homme qui ne s'est jamais marié, qui vivait avec sa mère puis sa sœur, puis il avait perdu sa mère, il aimait beaucoup sa sœur. Et cet homme avait positivement voué sa vie à ce qu'il croyait bien, c'est-à-dire non pas le socialisme, mais le jacobinisme. Il avait milité en 1848, il avait eu toutes sortes de misères, il avait été ensuite arrêté par l'Empire en 1853, il avait été déporté, il avait été à Belle-Île, puis il avait été en Guyane, et à l'île du Diable même, où il avait précédé Dreyfus, puis il avait fini par Cayenne, il avait été libéré, il était revenu en France, il continuait son travail, et je lui suis très reconnaissant d'avoir percé à jour ce Proudhon dont je vous ai déjà parlé. Proudhon était quelqu'un d'extraordinairement suspect, tandis que lui, Delécluze, n'est pas suspect. Et il va écrire « La réforme politique est un moyen, la réforme sociale est le but. Si la réforme sociale n'est possible qu'avec et par la révolution politique, sans la première, c'est-à-dire le changement social, la seconde, c'est-à-dire la modification politique, n'est que mensonge et duperie. » Ce qui fait qu'en 1870, lorsqu'il a vu les Jules faire la République, avec une drôle de République dont il se doutait bien que les Jules ne voulaient bien que ce soit un mot, mais pas la chose, il est passé contre eux très rapidement. Il avait été arrêté au début de l'année 70, après la manifestation du 22 janvier. C'est un homme qui était déjà, à mon avis, tuberculeux. Je crois qu'il avait ce qu'on appelait alors une phtisie laryngée. Et aujourd'hui, je crois qu'on dit une tuberculose du larynx. Il était pratiquement aphone. On l'avait jeté, le pouvoir des Jules l'avait jeté à Vincennes. Il était là enfermé au donjon de Vincennes. C'était janvier, bien entendu, pas de feu dans sa cellule. Et cet homme déjà malade en était sorti, je ne veux pas dire quasi mourant, mais c'est un fantôme. Ce membre de la commune, cet homme qui va donner toutes ses dernières forces à la commune, semble se survivre. Il n'a pas de voix. On est obligé de se pencher pour savoir ce qu'il dit. Ça va être un conciliateur. Il n'est pas socialiste, mais il ne veut pas non plus brimer les socialistes. Au milieu de mai 71, il y a eu à la commune une menace de scission entre majorité, blanquiste et jacobine, et minorité socialiste. Ben lui, qui était un conciliateur et qui n'était pas socialiste, fera tout ce qu'il pourra pour éviter cette rupture. Il se dit, mais c'est un scandale, rendez-vous compte, les gens de la base, enfin, les petites gens, nous sommes là pour eux. Ils ne comprendront pas que nous mangions le nez. Il faut absolument que vous reveniez. Il va faire revenir les socialistes. Ce qu'il y a de plus noble dans ce qu'il a fait, c'est le 10 mai. Le 10 mai, Rossel a démissionné, c'était le deuxième délégué à la guerre. Les militaires avaient montré leur impuissance, quoi. Et bien lui, qui est un civil, dit, ben je m'en charge. Et il sait pourtant que c'est fini. Si bien que le 22 mai, lorsqu'il y aura l'invasion des Versaillais dans Paris, c'est lui, responsable de la guerre, qui va dire « C'est fini la guerre militariste, c'est fini la guerre des états-majors, place aux combattants aux bras nus. » Et jusqu'à la fin, il se battra. Il va se passer le 25 mai, quelque chose d'assez mystérieux. Le 25 mai, ceux qui subsistent de la commune, c'est-à-dire des quelques survivants, quoi, sont rassemblés à la mairie du 11e.
Et là, à la mairie du 11e, quelqu'un, on n'a jamais su qui, vient dire « Je sais que les Américains veulent intervenir ». Un attaché de l'ambassade américaine à Paris m'a dit que le ministre de l'Amérique, qui s'appelle Washburn, est décidé à demander aux Allemands d'intervenir auprès des Versaillais pour stopper les combats. Mais alors, il faut que les responsables de la commune, les plus engagés dans la commune, les membres de l'hôtel de ville, se livrent personnellement. Delécluze va le croire. Il va dire « Bon, j'y vais, tranquillement ». Alors le voilà qui se dirige vers la porte de Vincennes, puisque c'est par la porte de Vincennes qu'on aboutissait au grand quartier général allemand. Et quand il arrive à la porte de Vincennes, les fédérés qui sont là ne veulent pas le laisser passer. Et ils lui disent assez brutalement, on vous voit venir, on sait très bien ce que vous voulez faire, hein. Vous voulez sauver votre peau, vous voulez vous sauver, quoi. Et lui, qui était justement en train de livrer sa vie pour essayer de sauver ces gens-là, il est ulcéré, vous savez, il est déchiré. Alors il revient à la mairie du 11e, et là il va faire quelque chose. Mais auparavant, il faut que je vous dise que c'est tout à fait obscur, cette histoire. Le ministre Washburn niera totalement, niera absolument l'intervention américaine. Il dit, je ne sais pas, on me parle d'un attaché de chez moi, je ne sais pas, je n'en ai pas connaissance. Je vais vous apporter un petit document inédit. J'ai trouvé ça à la Bibliothèque nationale. Ça vient d'un certain comte de Meffray. Ce comte de Meffray va publier à la fin de l'année 71 un livre sur les erreurs de la défense de Paris, les fautes de la défense de Paris, mais c'est pas ça qui m'intéresse, c'est une lettre que j'ai trouvée à la Bibliothèque nationale, une lettre du 12 décembre 1870, signée de ce comte de Meffray, qui signalait au gouvernement d'alors, le gouvernement de la défense nationale, ceci. Attention, il y a chez les Américains un certain attaché, tout ce qu'il y a de plus prussophile. Et il ajoutait, je lui en laisse la responsabilité, vis-à-vis des Américains, on ne saurait prendre trop de précautions. Mais quelle est mon idée à moi? Ce n'est qu'une hypothèse, hein. Les Américains sont du côté des Allemands, ça c'est évident, on le sait. Ils se féliciteront et ils féliciteront les Allemands de leur victoire. Bien. Les Américains détestent également les communards qui ne représentent en rien leurs idées. Alors je me demande si, prenant ça sous son bonnet, c'est vrai, sans la responsabilité de son chef Washburn, un attaché n'aurait pas eu l'idée démoniaque de ridiculiser et de déshonorer les membres de la commune en leur disant « Vous pouvez peut-être arranger tout. Oh, puis vous savez, on vous livrer, mais on vous délivrera. » C'était un moyen de jeter l'opprobre sur les communards. Je n'en sais rien, mais c'est tellement mystérieux et les Américains ont tellement nié qu'il est possible qu'il y ait là je ne sais quel affreux calcul. Mais ce qui m'intéresse, c'est le comportement de Delécluze. Alors quand il revient à la mairie du 11e et qu'il revient ulcéré de ce qui lui est arrivé, il dit « Je vais boulevard Voltaire ». Boulevard Voltaire, c'était là où il y avait encore une résistance assez sérieuse, il y avait une grande barricade. Ils sont 5 ou 6 qui l'accompagnent. Et on nous racontera qu'en chemin, il est entré dans une chemiserie qui était ouverte. Et il va acheter une chemise splendide. Il va passer dans l'arrière-boutique pour remettre cette chemise. Et s'est habillé très chiquement. Vous savez, il a mis sa redingote noire, il a une canne avec pommeau d'or. Et avec cette chemise plissée par devant, et paraît-il une belle épingle de cravate, le voilà qui s'avance boulevard Voltaire. Les balles pleuvent de tous les côtés. Alors les camarades qui sont avec lui, ils disent, il ne faut pas aller au-delà. Il ne dit rien, il continue à marcher. Précisément à ce moment-là, les défenseurs de la barricade refluent parce qu'il y a un tellement grand bombardement, cette barricade est transformée en une espèce de volcan, et lui continue à marcher. Le feu s'est arrêté lorsque les Versaillais ont vu que les défenseurs de la barricade partaient, que personne ne tirait plus du côté de la barricade, quand tout à coup les Versaillais, qui sont de l'autre côté, voient arriver au sommet de la barricade un vieux monsieur, avec sa redingote noire, qui ouvre sa redingote noire et qui montre qu'il a l'écharpe rouge de la commune. Et naturellement, ils vont l'abattre. C'est comme ça qu'il est mort, Delécluze. Il l'avait dit un jour, c'était le 21 avril, il avait dit « S'il s'agit de livrer sa vie, je le ferai ». Et Victor Hugo, pour une fois, qui s'était trompé, Victor Hugo n'aimait pas Delécluze, je ne sais pourquoi, disait « Ça m'étonnerait bien ». Ben, il avait tort, Victor Hugo, ça n'avait pas de quoi l'étonner. Quand Delécluze avait dit « Je me ferai tuer », il s'est fait tuer. Alors George Sand, donnant une fois de plus la mesure de son élégance morale, écrira 2 jours plus tard dans son journal intime « Delécluze a été tué par les siens ». Rossel, maintenant. Figure très contestée, Rossel. Je sais très bien, les écrivains marxistes ne l'aiment pas parce qu'il n'était pas marxiste, c'est vrai, et puis parce que c'est un officier de métier, c'est vrai. Il était capitaine du génie, c'est un polytechnicien. C'est un type qui vient du midi de la France, éducation protestante. Je crois qu'il ne croit plus beaucoup, il est devenu agnostique. Enfin, il avait été envoyé à l'armée de Metz. Et il avait assisté à la trahison de Bazaine. Et ça l'avait absolument révolté. Dans les derniers jours, il avait tenté de faire une rébellion de soldats pour refuser de se livrer, pour marcher contre l'état-major même, et pour essayer de traverser les lignes allemandes. Ça avait loupé. Alors, déguisé en civil, il avait au moins évité la captivité, il est allé se proposer à Gambetta. Gambetta l'avait nommé à titre temporaire colonel, il se fera maintenant appeler le colonel Rossel, le colonel du génie, tenté d'organiser le camp de Nevers quand intervient la capitulation.
Ça lui fait un coup épouvantable. Il dit, mais enfin, voyons, les capitulations sont partout. On a capitulé à Metz, on capitule maintenant à Paris, et il sait, puisqu'il est en province, il sait les énormes ressources que la France pourrait encore mettre en ligne. Alors, lorsque ce Rossel va apprendre qu'il y a eu l'explosion du 18 mars, il va écrire courageusement une lettre personnelle au ministre de la Guerre, où il va écrire ceci, 19 mars 1871, un colonel écrivant au ministre de la Guerre. 2 partis sont en lutte. Sans hésitation, je me range du côté de celui qui n'a pas signé la paix et qui ne compte pas parmi ses rangs des généraux coupables de capitulation. Attention, on nous dit c'est un patriote simplement qui croit que les communards sont des patriotes et vont faire de la résistance. C'est vrai, il va être déçu. Il croit qu'il y aura une résistance et je vous ai dit tout de suite que les gens de la commune se sont dit il n'y a rien à faire et qu'ils ont fait savoir dès le 19 mars aux autorités allemandes qu'ils acceptaient l'armistice et que les Allemands n'avaient rien à craindre d'eux. Mais il faut savoir aussi que Rossel avait une double interprétation. Non seulement il voulait défendre les communards parce que c'était, selon lui, et c'était vrai, des patriotes, mais aussi parce qu'il représentait une protestation contre une société qu'il estimait, lui, inique. Il le dira dans ses mémoires, avant d'être fusillé. Ce que j'ai fait, c'est en haine de ceux qui ont livré ma patrie et en haine d'un ordre social que je n'accepte pas. Il fera tout ce qu'il pourra. Vous savez, ça ne durera pas longtemps au ministère de la Guerre, puisqu'il est d'abord le chef d'état-major de Cluseret, et puis il va prendre la responsabilité à partir du 1er mai. Il faudrait au moins essayer de rétablir un peu de discipline dans l'armée. Il n'y a pas moyen dans l'armée. Vous savez ce que c'est, la garde nationale, quoi. Il fait créer une cour martiale. Et la première fois qu'il y a eu des désertions et des refus d'obéissance qui condamnent à mort, un certain nombre d'officiers et de soldats, la commune va intervenir et va briser son décret. Alors, puisqu'il voit qu'il n'y a même pas moyen de travailler dans son propre secteur, qui est le secteur militaire, et que les civils interviennent pour l'empêcher de rétablir la discipline dans l'armée, il abandonne tout. Mais c'était un homme courageux, et c'était quelqu'un qui avait des idées. Je vais vous en apporter quelques preuves. Dans ses notes de prison, il va écrire, lorsque Danton disait qu'il valait mieux être guillotiné que guillotineur, c'est qu'il ne croyait plus à la chose publique. Il faut le voir aussi dans ses notes personnelles, ce qu'il dit sur la cause du peuple. Il regardait ces pauvres bataillons plébéiens, s'apercevait qu'il y avait là des quantités d'hommes qui étaient scrofuleux, qui étaient difformes, qui étaient des pauvres gens, et je me disais, je vous cite là, et je me disais, ces gens ont raison de se battre. Ils se battent pour que leurs enfants soient un peu moins chétifs et un peu moins scrupuleux qu'ils le sont maintenant. Autre remarque, la législation frappe toujours le nécessaire et épargne toujours le superflu. Il portera un jugement triste sur la commune, c'est vrai, qui n'est pas tellement mauvais, puisqu'il dit « Je n'ai jamais cru au succès de la commune en tant qu'hôtel de ville, et si j'ai parfois espéré, c'est pour la commune au sens de communard, c'est-à-dire au sens des hommes du peuple. » Et on a vu en effet ce qu'étaient capables de faire ces hommes du peuple à partir du 21 mai. Il sera donc emprisonné, il pourra sourire amèrement devant le réquisitoire du commandant Gaveau, qui va dire que c'est une indignité, quel scandale, un officier qu'une éducation d'honnête homme eût dû détourner de se faire chef de gueux, et qui est passé du côté des claques-dents. Il s'est trouvé, dit le commandant Gaveau, un officier qui, violant le serment le plus sacré, a tourné contre sa patrie les armes qu'il avait reçues pour la défendre. Est-ce que vous vous rendez compte de la saveur de paroles comme celle-là? Puisque le commandant Gaveau, c'est un ami de Bazaine, et qu'est-ce qu'il a fait, Bazaine? Il avait proposé de tourner contre sa patrie les armes qu'il avait reçues pour la défendre. Eh bien non, c'est Rossel, paraît-il, qui est coupable de ça. Il a été condamné à mort et un certain nombre de ses amis vont intervenir pour supplier la commission des grâces. On avait établi une commission des grâces de se pencher spécialement sur le cas de Rossel, qui a les mains pures, enfin, qui a été un honnête homme, qui a agi surtout par patriotisme. Alors on lui fait une proposition. C'est d'Enfer qui va venir le trouver dans sa cellule et lui dit, vous savez, il y a un moyen de sauver votre vie. C'est que vous acceptiez, que vous donniez votre promesse formelle de vous exiler à jamais, de ne plus jamais revenir en France, partez pour l'Amérique. Il se court à la tête, dire non, pas question. Je préfère qu'on me tue. Et effectivement, le 28 novembre 1871, sur ce plateau de Satory, qui était le lieu des exécutions, le colonel Rossel tombera sous des balles françaises. Varlin, maintenant. Regardez-le bien, Varlin. Chevelu, comme ça, barbu. Regardez ses yeux en particulier, ce visage réfléchi. C'est un homme qui n'est pas de gauche, certes, c'est le comte Hérisson d'Hérisson, qui dira « intelligence d'élite, homme de cœur ». Il subit toutes les tortures qu'au péril de sa vie, il avait voulu épargner aux otages. Vous vous rappelez quand je vous ai raconté ce qui s'est passé rue Axo et que je vous ai dit qu'il y avait un certain nombre de membres de la commune qui avaient risqué leur vie pour protéger les otages? Il en était par là. D'où sortait-il? Oh, c'est un garçon qui a 31 ans, en 1871. C'est un homme qui a avoué exactement, mais toute sa vie, enfin tous ses pouvoirs, comme Delécluze qui ne s'était pas marié, lui non plus, ne se mariera pas,
au travail révolutionnaire. Marx, en 1847, dans un bouquin qui s'appelle « Le salaire ouvrier », avait parlé de ces hommes qui font de leur activité révolutionnaire l'unique joie de leur existence. C'est exactement ça, Varlin. C'est quelqu'un qui s'était inscrit tout de suite à l'Internationale, l'Association internationale des travailleurs, et qui voulait non seulement tâcher d'ouvrir les yeux aux gens, de leur faire réfléchir sur les causes de leur misère, mais qui voulait essayer d'apporter tout de suite des choses concrètes et pratiques. Il disait, ça ne suffit pas de donner des idées, mais il faut déjà apporter, si on peut, un morceau de pain. Alors je sais bien qu'on peut hausser les épaules devant ce qu'il avait fait, c'était des espèces de coopératives populaires qu'on appelait la marmite. Enfin, ça permettait de nourrir un certain nombre de gens. Il va être au premier rang, je vous le dis, de l'Internationale, il sera naturellement poursuivi dans les divers procès, et au moment de la Commune, il va se lancer à fond. C'est lui, dès la constitution du comité central, qui va dire, si jamais nous n'arrivions à obtenir quelque audience au comité central, ils sont 35, hein, et il s'était glissé, là, ce serait un grand pas fait vers l'avenir social. Pendant tout le cours de la Commune, il va s'occuper de tout ce que l'on voudra. Il est toujours disponible, c'est un homme qui travaille du matin au soir. Il aide la commission des finances, il va aider Jourde. Je lui reprochais là d'être un peu timide du côté de la Banque de France, mais ils sont tous comme ça, hein. Et puis il va s'occuper aussi de l'intendance militaire, jusqu'au moment où le comité central dira, c'est le 3 mai, vous n'avez plus à vous en occuper, nous en occupons nous. Or lui, tant qu'il s'en occupait, les marchés étaient honnêtes, et dès que ça sera le comité central, ça sera la gabegie que vous savez. Il va être du comité de travail avec Frankel. C'est un homme qui va se dépenser d'une manière totale. Lui aussi, ça me plaît bien. Il est séparé de Proudhon. Vous savez, Proudhon était un homme qui passait son temps à répéter, ça ne sert à rien de prendre le pouvoir politique. Et un homme comme Delécluze, je vous l'ai dit, avait déclaré que si on ne prend pas le pouvoir politique, il n'y a rien à faire du point de vue de la politique sociale. Alors lui aussi, lui, Varlin, parlera dans une lettre de si proudhonien attardé, où il ajoutera « Pour nous, la révolution politique et la révolution sociale s'enchaînent et ne peuvent aller l'une sans l'autre. Seule la révolution politique ne serait rien. » C'est de sa fin que je voudrais vous parler, parce que c'est encore une de ces choses horribles que j'aime pas raconter, mais enfin je suis là pour ça, hein, parce que l'historien, je vous l'ai dit, doit être loyal. S'est battu jusqu'à la fin. Il avait pris les risques les plus extrêmes. Quartier Vavin, quartier de la Croix-Rouge, et puisqu'il n'y avait plus maintenant de résistance qu'à Belleville, et puisque vous le savez, la dernière bataille se livrera au Père-Lachaise, au cimetière du Père-Lachaise, et que le dernier coup de canon sera tiré rue Ramponneau à Belleville, il est là, avec Vallès du reste. C'est fini. Les derniers combattants sont tombés, la barricade a été prise, lui il s'est enfui, il n'avait pas été tué, fort Dieu sait qu'il était tout le temps sur la barricade, et le voilà qui est place Cadet, harassé, abruti. Il est assis sur un banc de la place Cadet, réfléchissant à ce désastre. Quand quelqu'un, dont on a dit, mais je ne peux pas vous l'affirmer, dont on a dit que c'était un ecclésiastique en civil, l'a reconnu. Alors ce quelqu'un est allé trouver une patrouille, il y avait le lieutenant Sicre, S-I-C-R, le lieutenant Sicre, qui commandait cette patrouille du 67e, je crois, régiment d'artillerie, d'infanterie, et l'individu, enfin le dénonciateur, peut-être prêtre, dit au lieutenant « C'est Varlin, c'est Varlin !» Alors ces soldats s'emparent de Varlin. Ils le conduisent où? Nous sommes près de Montmartre, ils le conduisent rue des Rosiers. C'était rue des Rosiers où Clément Thomas et Lecomte avaient été fusillés. C'est rue des Rosiers qui avait autrefois le siège du comité de vigilance, et c'est maintenant devenu une prévôté militaire. Alors on va conduire Varlin à la prévôté. Ce qui est affreux à dire, c'est que ce n'est pas les soldats de Versailles qui vont se conduire atrocement contre lui. Oui, ils le secouent, ils le brutalisent, mais enfin, ils se conduisent à peu près proprement. C'est quand on va le traîner de la rue des Rosiers au sommet de Montmartre, et c'est pas loin, c'est la foule des gens de Montmartre qui va se précipiter sur lui. Un journal versaillais qui s'appelle Le Bien Public dira c'est au quartier de Montmartre que les dénonciations ont été les plus nombreuses. C'est affreux à dire, hein. Pensez que c'est les Montmartrois, les Bellevillois, enfin cette pauvre petite population, le prolétariat, le pire prolétariat de Paris, le sous-prolétariat, qui pour se protéger, parce que les Versaillais sont les plus forts, se jettent sur les hommes de la Commune, parce que les hommes de la Commune sont des vaincus. Et Varlin, les soldats le protégeront sans doute bien mal. Mais Varlin qui, vous avez entendu, Hérisson le disait, qui avait risqué sa vie pour défendre les otages, Varlin va être lui-même un otage livré à cette foule qui se retourne maintenant contre ceux qui l'ont défendu. On va en effet lui crever un œil, on va lui griffer la figure. Les soldats s'amusent sans doute de voir leur captif ainsi maltraité. On arrivera à l'asseoir sur une chaise, il se tient encore debout, il a un œil fermé puisqu'il est crevé, il regarde comme il peut avec son autre œil. Il a essayé de croiser ses pauvres bras et on l'a tué comme ça. Je voudrais vous apporter une phrase de Victor Hugo qui est peu connue et qui est affreuse. La foule, a écrit Victor Hugo, la foule. Est-ce qu'elle n'a pas ri au passage de Jésus, le dos sous sa poutre? Est-ce qu'elle n'a pas
hurler de joie devant le bûcher de Jean Hus et de Savonarole. Est-ce qu'elle n'a pas craché sur la face fracassée de Robespierre? Donc il a été tué à Montmartre. Vous savez ce que ça veut dire, Montmartre, hein? Mons Martyrum, le mont des martyrs. Eh ben, j'ai l'impression que jamais le mont des martyrs n'avait mieux mérité son nom que le jour où on a tué Varlin. Et voulez-vous savoir le commentaire du Figaro? Dès que le Figaro a su que Varlin avait été fusillé, il a dit « Justice a été faite d'un aussi de grand criminel ». Il ne s'agit pas simplement de concentrer notre esprit et nos regards sur quelques-uns. Je voudrais que vous vous rendiez compte de ce qu'ont été les hommes sans nom, les hommes sans voix, les communards dont on ne saura jamais le nom, et qui se sont fait tuer parce qu'ils y croyaient. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a quelques femmes, on a connu les femmes de gardes nationaux, c'était celles qui souffraient le plus, vous savez. Le mari restait au travail, enfin, soi-disant au travail. Elles élevaient avec leurs 30 sous, ce qui leur restait du 30 sous quand le mari n'avait pas trop bu, elles élevaient les gosses. Ben, ces femmes, il y en a eu d'extraordinaires. On connaît quelques noms. Tenez, Virginie Lenordès, 47 ans, crémière. Victorine Brochon. Jeanne-Marie Quéra, 46 ans, femme d'un employé de la caisse d'épargne. Ben, ces femmes-là ont été arrêtées parce qu'elles apportaient tout ce qu'elles pouvaient aux gens des barricades. Non pas qu'elles fissent le coup de feu, mais il y en a qui le faisaient. Et une prostituée en particulier qui s'appelait Henriette Tout-le-Monde. Eh bien, Henriette Tout-le-Monde, elle était canonnière. Elle a tiré le canon derrière la barricade de la place de la Concorde. Naturellement, on la condamnera à mort. C'est Louise Michel dont je voudrais vous parler surtout. Vous savez, quand on dit femme de la commune, on pense toujours Louise Michel. On a raison, Victor Hugo lui consacrera une pièce trop peu connue dans toute la lyre. Et en latin, il appellera ça viro major, plus grande qu'un homme. Elle a été étonnante, cette femme. C'était une institutrice. Vous savez peut-être aussi que c'était une fille naturelle, comme on disait alors. Une institutrice qui était adorée de ses gosses. Et en même temps, il y avait au fond de ce cœur très tendre une indignation contre l'indifférence horrible des satisfaits. Alors quand elle a passé devant le conseil de guerre, elle va les insulter, elle va leur dire « Je ne veux pas me défendre, je ne veux pas qu'on me défende, j'appartiens à la révolution sociale, je déclare accepter la responsabilité de tous mes actes, et si vous me laissez vivre, je passerai ma vie à vous combattre. Si vous n'êtes pas des lâches et des hypocrites, tuez-moi. » La dernière chose que j'ai à vous dire me tient assez à cœur. Plusieurs fois, je vous ai parlé de la violence antireligieuse des communards. Vous vous rappelez Maroteau qui disait « Nous biffons Dieu ». Dans un club, on a entendu quelqu'un qui criait « Dieu, il faut le poignarder ». Mais Jean-Baptiste Clément, qui était membre de la commune, Jean-Baptiste Clément, qui est l'auteur du Temps des cerises, vous ne le savez peut-être pas, Jean-Baptiste Clément, dans le journal officiel de la commune du 3 avril 1871, avait écrit les mots que voici et qui en somme vont assez loin. Dieu, s'il existait, il serait avec nous. Et comme il s'agissait de beaucoup de ces athées qui avaient livré leur vie, qui ne croyant pas du tout à une récompense surnaturelle, se disant tout était fini, et qui cependant s'étaient conduits avec une telle honnêteté, un tel courage et une telle droiture, Hugo, encore lui, va écrire ces quelques vers sur lesquels je veux terminer. Des vers que je voudrais que vous gardiez au moins un peu en votre mémoire. Ces porteurs d'âme à leur insu, ces donnants qui n'ont pas demandé de reçu, ces prêteurs qui croyaient la banqueroute sûre, ces désintéressés qui n'ont pas fait l'usure de leurs bonnes actions, ces purs entre les purs, ces héros. Il est juste que la tombe leur soit une surprise auguste. Dieu doit à de tels saints l'étonnement des cieux.